Bienvenue à présent dans Parole Directe. Nous recevons, vous le savez, les 10 candidats avant le premier tour de la présidentielle, chacun un tour de rôle. Ce soir, c'est Eva Joly pour Europe Écologie Les Verts que nous allons interroger avec François Bachy. Vous pouvez bien sûr nous faire vos suggestions sur le site tf1.fr. E comme économie. Eva Joly souhaite concilier économie et écologie pour créer 1 million d'emplois d'ici 2020. R comme République. Eva Joly la veut exemplaire. Ses priorités, la lutte contre la corruption et la fin de l'impunité du président de la République. T comme transition énergétique. Eva Joly propose de sortir du nucléaire en 20 ans, tout en développant massivement les énergies renouvelables. Bonsoir Eva Joly, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Nous sommes à 8 jours du premier tour. Alors force est de constater, c'est vrai Eva Joly, que votre message ou votre personnalité n'ont pas forcément convaincu autant de monde que vous le souhaitiez. Est-ce que vous estimez que vous avez supporté assez fort la parole écologiste? Au fond, quelles leçons tirez-vous de ce début de campagne? C'est vrai que la campagne est dure et c'est vrai que le message si important de l'écologie ne passe pas bien, en tout cas à mesurer par les résultats que je fais dans le sondage. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications à cela. C'est la crise, c'est le fait que les priorités et les objectifs écologiques ne sont pas comprises comme s'inscrivant dans cette crise. Et pourtant, elles sont fondamentales. La crise, elle n'est pas que financière et sociale, elle est aussi écologique. Et donc, je le déplore que je n'ai pas une audience plus grande. Mais de l'autre côté, j'estime aussi que les thèmes écologiques n'ont pas été si absents que cela. J'ai pu imprégner la campagne en ce qui concerne le nucléaire, en ce qui concerne la pollution de l'air, de l'eau. Je pense que ces thèmes-là ont été entendus. Et si c'est un manque d'adhésion, j'allais dire, pour vous-même, est-ce que parfois vous avez été tenté d'abandonner ou de laisser la place à quelqu'un d'autre? Non, je n'ai jamais été tentée d'abandonner. Et vous voyez, je suis toujours là. On me pose la question régulièrement depuis, je dirais, 18 mois. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas éprouvé parfois un sentiment de solitude? Parce que Daniel Cohn-Bendit, c'est votre parrain en politique. Il dit qu'il votera pour vous, mais que votre campagne n'a rien de transcendant. Nicolas Hulot, Yves Cochet sont aux abonnés absents. Ça fait quand même beaucoup. Je suis la seule candidate de l'écologie. Et je ne peux qu'opposer à cette insignifiance l'indifférence. Ceux qui veulent voter pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants, ils voteront Eva Joly le 22 avril. Il vous en manquait tout de même ces soutiens? Est-ce que vous pensez que ça vous a manqué? Vous auriez été plus forte avec eux à vos côtés. C'est clair que... mais aussi, ceux qui s'opposent à ma campagne, on peut les compter sur une main et peut-être 2 doigts. Ceux qui soutiennent la campagne, qui remplissent les salles, qui distribuent les tracts, ils sont vraiment là. Et ça, ce n'est jamais raconté. Oui, mais c'est quand même des figures importantes de l'écologie, parce que c'est un ancien ministre. Et des gens très populaires, comme Nicolas Hulot. Mais Nicolas Hulot ne représente aujourd'hui que sa fondation. Il ne représente pas l'écologie politique. Est-ce que la crise n'a pas un peu bon dos? Parce que quand même, l'écologie a fait des bons scores aussi, des années de crise, comme lors des régionales de 2010 où elle faisait 12%, on était déjà en crise. Les européennes, on était déjà en crise. Nous avons fait 16%. Mais c'est aussi l'élection présidentielle qui est très difficile pour les écologistes. Parce que notre message écologiste n'est pas vécu comme le message essentiel pour choisir un président de la République. Mais ça, je pense qu'on va laisser cette discussion-là aux politologues et peut-être qu'on va revenir au programme, par exemple. Alors tout de même, Eva Joly, le point de départ de votre campagne, et d'ailleurs de ces programmes qui ont été bâtis ensemble d'une certaine façon, c'est l'accord que vous avez passé avec le Parti socialiste. Or, François Hollande affirme qu'il ne fermera que la centrale de Fessenheim, alors que vous souhaitez que 24 réacteurs soient fermés, ou en tout cas soient mis hors d'usage. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça va vous suffire? Alors cet accord était important pour nous, pour les écologistes, pour avoir un groupe au Parlement, pour peser sur la politique. Son mise en œuvre, elle est aussi très importante. Et moi, je n'imagine pas que François Hollande va commencer sa mandature en rompant l'accord qu'il a avec nous. Je dirais aussi que l'histoire va se charger de nous rappeler les objectifs qui sont les nôtres. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas le réacteur numéro 4 à Fukushima.
l'avertissement solennel que cela a été pour nous, nous ne l'avons pas compris. L'histoire va se charger de dire qui avait raison. Vous pensez qu'il renoncera ou qu'il ira plus loin? Moi, je pense que c'est un débat en cours. Il a promis de fermer Fessenheim, on fermera Fessenheim, et puis la discussion continuera. Et je dirais que l'histoire va se charger de nous aider, malheureusement peut-être. Mais ça, c'est vrai aussi pour les changements climatiques, c'est vrai pour la pollution de l'air, c'est vrai pour tous les sujets de santé. On ne va pas accepter que la fertilité masculine baisse de 40% en 20 ans, que les maladies flambent, alors que nous savons que cela est lié aux pesticides et aux perturbateurs hormonaux. Tout cela, moi, je le porte pour les Français. Un autre point important de votre programme que vous développez beaucoup dans vos meetings, c'est celui de la République exemplaire. C'est vrai. Est-ce que c'est de la République exemplaire d'attaquer sans preuve, pour l'instant, le président de la République sur le financement de sa campagne de 2007? Je dirais qu'il n'y a pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Aujourd'hui, nous avons de très nombreux indices et preuves du fait que la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy des indices, mais des preuves. était illicitement financée. Nous avons, pour ceux qui lisent ce qui est publié dans la presse, nous avons de très nombreux témoignages concordants. Et je vous rappelle que... Mais le juge Gentil ne les a pas, en tout cas. Que le trésorier de sa campagne, Éric Woerth, est mis en examen pour abus de faiblesse et financement illicite, et que seul le privilège de l'immunité présidentielle protège Nicolas Sarkozy. C'est une exigence démocratique que Nicolas Sarkozy, qui dès le premier moment de sa mandature exerce un pouvoir, un abus de pouvoir fondé sur un abus de faiblesse. Mais est-ce que là, il n'a pas arrêté de mentir, il n'a pas arrêté de tricher. Et c'est cela que je dénonce. Je dénonce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir sur la table de nombreux témoignages concordants, des flux financiers, des événements qui se recoupent, et que vous puissiez me dire qu'il n'y a pas de preuves. Parce que le juge ne les a pas. Il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Mais il y a une règle qui s'appelle la présomption d'innocence, vous qui êtes magistrate. Et alors, Claire Chassal, est-ce que vous pensez réellement que la présomption d'innocence est un paravent pour les puissants? Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est un pauvre petit justiciable? Est-ce que vous pensez que la présomption d'innocence ne fait pas que tous les faits connus doivent impressionner votre intelligence et vous faire tirer la conclusion que je tire? Lundi, vous serez en justice face à Marine Le Pen, puisqu'elle a porté plainte contre vous. Oui. Vous l'avez, dit-elle, diffamée en parlant des conditions contestables de l'héritage qu'a reçu son père. Oui. Est-ce que quelqu'un doit être responsable de ce qu'aurait éventuellement fait son père? Mais ça fait partie de son héritage. Moi, ce que je dis, c'est que Marine Le Pen, qui se prétend la candidate du peuple, est une héritière, dans tous les sens du terme. Elle a hérité du parti et elle a hérité d'une partie de la fortune. Aujourd'hui, c'est une exigence démocratique que nous avons de la Cour européenne des droits de l'homme et des directives européennes, c'est que les citoyens ont droit de connaître les revenus, l'état de fortune et l'origine de la fortune de ceux qui prétendent les gouverner. Eva Joly, on a vu tout à l'heure dans ce journal le meeting tenu par Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui à Marseille. Sa campagne, c'est vrai, a pris un tour particulièrement actif. On sent qu'il a rassemblé beaucoup de monde autour de lui. Est-ce qu'il ne vous a pas, d'une certaine façon, ravi parfois la vedette? Il a beaucoup parlé des thèses écologistes. Est-ce qu'il ne vous a pas un peu siphonné des voix ou des partisans? Jean-Luc Mélenchon parle avec ses tripes, parle aux tripes de la population. Simplement, cela risque de générer une grande déception, parce qu'il se base sur le passé, il évoque tous les grands événements historiques, et cela est très agréable à entendre. Mais ce qui concerne les projets, ils ne sont pas réalisables. C'est en réalité le programme commun de 1981. Donc, il crée beaucoup d'espoir qu'il ne pourra pas remplir. Il n'est pas écologiste. Il est allié au Parti communiste. Le Parti communiste est pro-nucléaire. Ils sont pro-infrastructures importantes. Les communistes ont voté pour la transformation des milliers d'hectares à Notre-Dame-des-Landes en aéroport. Ils ont voté pour le stade de Nanterre en partenariat public-privé. Et donc, sa programmation écologique, sa planification écologique est une façon de ne pas dire que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Donc la majorité plurielle... Quand moi je dis que nous allons sortir du nucléaire en 20 ans, c'est une planification écologique.
Donc la majorité plurielle, elle semble un petit peu mal partie d'après ce que vous dites. Est-ce que vous verriez faire partie d'un gouvernement commun avec des forces du front de gauche, avec un Premier ministre socialiste par exemple? Je pense que nous avons un accord sur la constatation de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre République qui n'est pas exemplaire, n'est-ce pas, où il est possible de rester impuni comme nous l'avons dit. Nous sommes d'accord pour faire le constat sur la pauvreté, sur la souffrance de beaucoup de citoyens. Nous pourrions nous mettre d'accord sur un programme de gouvernement. Tout dépend de ce que nous mettrons dans ce programme. Vous êtes prête à l'action, en tout cas, au voilà, sein d'un gouvernement. il faut que nous... C'est pas un chèque en blanc pour personne. Il faudrait se mettre d'accord sur un programme. Merci beaucoup, Eva Joly, d'avoir été l'invitée de Parole Directe ce soir. Demain soir, nous recevrons François Bayrou. Et demain, à 13h, Philippe Poutou dans la série de ces Paroles Directes qui précèdent le premier tour de l'élection présidentielle. C'est donc la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Louis Baudin. Et puis, ce sera votre rendez-vous avec The Voice, présenté par Nikos Aliagas. Demain, pour l'information, donc, rendez-vous pris à 13h et 20h. Bonne soirée sur TF1. Demain.